à tout le monde, mais techniquement, c'est quand même un bon indice pour déterminer si on a affaire à du vrai ou du faux. Les métadonnées, ça devient encore plus intéressant parce que là, pour les enlever ou les falsifier, il faut déjà qu'on soit à un niveau de technique qui soit un peu supérieur. Et puis ensuite, on arrive à des techniques qui sont là externes finalement au contenu. On va être la détection passive, le forensic, donc ça c'est la spécialité, une de nos spécialités. Et ensuite, on va avoir la détection active et le watermark, où là, on a vraiment un taux de précision qui est extrêmement important parce qu'on arrive à marquer le contenu de façon à ce qu'il soit parfaitement identifiable ensuite. Donc voilà, plus on descend vers le bas, plus on est sur du technique et on est sur du fiable. Donc, c'est bien ou pas? J'ai refusé de faire des tests comme ça. Bon, j'ai déjà un peu spoilé là la suite, les sens humains. Le vrai problème de ça, c'est qu'en fait, ces anomalies-là disparaissent petit à petit. Pourquoi? Parce que les améliorations des modèles vont d'abord porter, en tout cas tout ce qui concerne l'image, sur ce qui va être une anomalie par rapport à la physique. D'ailleurs, les nouveaux modèles qui sortent prennent de plus en plus en compte les lois de la physique de manière générale pour la production de vidéos. Et donc, on a de moins en moins l'intuition ou la vision que quelque chose cloche. Le contexte, on est quand même bombardé de contenu, c'est compliqué de revenir toujours à l'origine, mais il faut toujours être méfiant. Moi, je refuse de tomber dans la logique de se dire tout ce qu'on voit est faux, seulement si j'ai une certification, que j'accepte que ce soit vrai. Je pense qu'on n'est pas encore là. Mais être tout le temps méfiant, ça c'est sûr, en particulier sur les sujets un peu chauds, comme la guerre. En Iran, c'est la guerre, ce qui se passe en Iran, c'est la première fois qu'on voit un conflit autant couvert par les deepfakes. La période veut ça, mais c'est quand même particulier. Et puis les métadonnées, alors là c'est quand même hyper intéressant, on viendra après parce qu'il y a les métadonnées chiffrées qui peuvent permettre de ramener une couche de sécurité supplémentaire, mais globalement c'est assez fragile. Pourquoi? Une capture d'écran, terminée, plus de métadonnées. Donc là en fait la fragilité elle est immédiate. Donc l'approche passive, ça veut dire qu'on va aller au-delà de ce qu'on est capable de voir, au-delà du perceptible. Nous, c'est ce qu'on fait. Voilà, je l'ai déjà dit. Je dis que je ne parlais pas de la boîte, mais en fait, je n'arrête pas d'en parler. Le but du jeu, c'est de faire une analyse qui va être scientifique de ce qu'on va appeler les artefacts numériques, qui sont des artefacts génératifs. Il y a deux types d'analyse à peu près. On va dire qu'il va y avoir une analyse qui va être plutôt sémantique, en tout cas quand on parle d'image, et une anomalie qui va être plutôt statistique, qui va plutôt s'intéresser au bruit, à la structure de l'image. Les deux sont complémentaires et ne fonctionnent pas de la même manière, et l'une est intéressante dans certains cas. Typiquement, la sémantique est très intéressante dans le cas où les contenus ont été très fortement manipulés, comme sur les réseaux sociaux, et les analyses statistiques vont être plus intéressantes sur des documents, oui, par exemple, ou des contenus qui vont vraiment être parfaits, très beaux en sortie de générateur. Mais le but du jeu, c'est d'avoir des méthodes qui sont traçables et reproductibles. Je m'arrête 2 secondes sur le fait que il y a beaucoup de choses qui existent sur Internet sur cette détection-là. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas fiables. Et le problème, c'est que c'est très difficile de déterminer si quelque chose est fiable ou non. Pourquoi? Parce qu'on parle de statistiques. C'est-à-dire que, globalement, si je lance une pièce et que je vous demande de deviner si c'est pile ou face, vous avez une chance sur 2 d'avoir la bonne réponse. Et ensuite, je ne vais pas faire des statistiques, mais plus je vais les lancer, plus le fait que vous ayez la bonne série d'affilée va être faible. Mais généralement, le test se fait sur suffisamment peu d'éléments et avec quand même un peu plus de chances que 50% pour qu'on ait l'illusion que ça fonctionne. Le très bon exemple de ça, c'est la détection de texte généré. Ça ne fonctionne pas. J'aimerais qu'on arrête de se dire que c'est un peu fiable. C'est pas bon. Les taux de fiabilité de n'importe quel détecteur sont trop bas aujourd'hui en termes de faux positifs, ou les faux positifs sont trop hauts pour que ce soit considéré comme valable. Nous, on est contre ça, que ce soit pour transformer les textes qui ne soient pas détectables ou avoir des détecteurs. Il y a beaucoup d'écoles qui les utilisent, il y a beaucoup de professeurs qui le font, ça ne fonctionne pas. On travaille avec le CNRS, on travaille avec l'INRIA, on a demandé des rapports de l'état de l'art, on travaille avec différents laboratoires dans le monde, ce n'est pas fiable. Je ferme là, je suis un peu énervé en me disant, mais, non, mais c'est un peu fatigant parce que les gens vendent ça et puis on a l'impression de vendre des produits qui fonctionnent, ça ne fonctionne pas. On adorerait ça. L'histoire, on a un gros client qui a un gros cabinet d'audit qui nous a dit vous pourriez faire ça, on a besoin de détecter les contrats qui seraient des contrats qui seraient entièrement générés. Ok, si vous voulez, on l'a, mais ça ne fonctionne pas. Ah bah, on va tester.
Ils l'ont testé, ils ont dit ah bah ça fonctionne pas. Oui. Donc voilà. Bon, je parle un peu de la solution de détection, comment elle fonctionne. C'est pas pour, encore une fois, pour le vendre, mais c'est pour montrer comment ça tourne. C'est la démo d'ailleurs. On retrouve tous les éléments que j'ai donnés, c'est-à-dire que ce qu'on va aller chercher, ça va être les patterns qui vont être issus du processus génératif qu'on va retrouver. Alors derrière, c'est de l'intelligence artificielle aussi, mais c'est du machine learning. Tout ce qui est le plus standard, c'est pas on n'a pas un modèle de langage, c'est pas un LLM, c'est de l'IA, bonne IA traditionnelle, comme on en fait depuis des dizaines d'années. Et chacun des algorithmes va aller chercher des éléments particuliers, ce qui est une différence de bruit dans l'image, etc., etc. Et en fait, ce qui est très important, c'est la probabilité de faux positif, qu'on va représenter avec cette heatmap. La heatmap n'a pas forcément vocation à déterminer où la modification a été faite, ce qui est très compliqué dans du image to image, j'y reviendrai, mais à dire où est-ce qu'on a une certitude, plus ou moins importante, plus on est vers le rouge, plus on est sûr, qu'il y ait une trace d'IA générative. C'est bon pour tout le monde? Je ne sais pas si vous êtes technique ou pas, donc moi je ne le suis pas, donc des fois quand je dis des trucs que je ne comprends pas, donc c'est bon, ça va? Ok, bon. C'est souvent mon CTO qui est dans le coin pour me remonter les bretelles quand je raconte n'importe quoi. Oui, pourquoi le image to image c'est compliqué? Parce que de spotter là où ça a changé. J'ai fait le test, un bon exemple c'est j'ai fait le test pour enlever mon alliance sur une photo. C'est pas mon petit, c'est parce que c'est petit. Et donc je me suis dit, je vais en prendre un tout petit, comme ça on va essayer de voir. Et en fait, toute la photo est apparue en rouge. Pourquoi? Parce que le processus génératif reproduit l'intégralité de l'image en faisant une petite modification. Après, on a des indices, on est en train de travailler sur des modèles qui permettraient malgré tout de pouvoir isoler la partie qui a été du coup modifiée différemment et non pas reproduite, enfin modifiée et non pas reproduite à l'identique. Donc, quand on va un peu plus loin, là, vous avez les transformés de Fourier qui montrent en fait les bruits des images ou des vidéos et qui déterminent que la répartition en fait du bruit dans les images qu'on analyse ont des patterns singuliers qui permettent de les rattacher à certains modèles. Typiquement, qui sont très particuliers. Cette répartition en croix que vous allez retrouver à chaque fois là, sur chacune des images, elle est très propre à la production de d'IA générative. Alors celle-là, je la mets souvent parce qu'elle est jolie. Et on peut travailler et être un peu poète aussi. Je pense que c'est possible. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'aller trouver les patterns génératifs à chaque fois, qui sont le propre de chacun des modalités, chacune des modalités. La vidéo et l'image, c'est facile parce que c'est ce que j'ai expliqué. L'audio, ça fonctionne de la même manière. C'est moins représentatif parce que c'est moins visuel, c'est de l'audio. mais techniquement, ça fonctionne de la même manière. Derrière l'exemple là, on va avoir là pas de trace d'IA générative, là non plus, et en fait plus à côté donc, de la voie de synthèse qui est le propre de la production. Après, il y a des complexités, hein. Il faut faire attention quand on prend des photos avec des téléphones qui vont faire des modifications par-dessus l'image sans qu'on les demande. Aujourd'hui, donc il faut calibrer pour faire attention à ça. Au niveau du son, il y a des traitements aussi qui sont faits auxquels il faut faire attention et pas avoir de faux positifs. Il y a toujours ce jeu un peu de chat et de la souris. Donc voilà globalement ce que ça donne, vous avez mis des exemples. Très joli ça aussi, j'aime bien les jolies couleurs. Alors, vous avez bien compris que la détection passive, on est sur une approche en termes de probabilité. Ça veut dire que même quand on est au meilleur niveau, on est à 1 pour 100 000 en termes de détection. C'est pas mal, mais à des très grands volumes, c'est-à-dire à des millions, voire des milliards, ça fait quand même beaucoup d'erreurs. C'est pour ça qu'une approche active est beaucoup plus intéressante. Et elle ne répond pas à la même question. Puisque quand vous déterminez si un contenu, faire une approche passive, vous déterminez si ce contenu est suspect. Est-ce qu'il est suspect? Mais ce n'est pas parce que vous répondez non, il n'est pas suspect que ça veut dire que ça va innocenter. Ça veut dire que non, il n'est pas suspect. C'est pas compatible avec le système. Moi, je suis juriste à la base, donc ce que je raconte, ça me hérisse le poil, mais c'est pas grave. L'approche active, la question est inversée. Est-ce que ce contenu est authentique? Et c'est ce qui nous permet d'avoir une précision beaucoup plus importante. Le watermark, Cocorico, le Rennes est quand même une capitale mondiale du watermarking. On travaille avec, parmi nos cofondateurs, on a Teddy Furon qui travaille au laboratoire de l'INRIA, le laboratoire Artichaut, parce que les chercheurs sont quand même des sacrés rigolos. Et du coup, le principe du watermark sur lequel il est quand même médaillé de l'Académie des sciences, le principe, la modalité existe depuis très longtemps, c'est intégrer un signal invisible dans un contenu pour que quand on retrouve le contenu ultérieurement,
on soit sûr d'où ils viennent. Donc d'assurer sa traçabilité. Et ce, même si le contenu a été modifié, altéré, croppé, etc., voire imprimé. Quand vous avez du très bon watermark et que vous avez une image comme ça, qui est watermarkée, et vous l'imprimez, vous retrouvez le watermark, vous savez d'où elle vient. Comment ça fonctionne? Pour l'image et la vidéo, c'est très simple, et en même temps c'est compliqué. C'est très simple sur le principe, c'est vous modifiez quelques valeurs RGB, donc la couleur d'un certain nombre de pixels, de façon invisible via une clé de chiffrement spécifique. Et donc c'est imperceptible pour l'humain, mais il y a un filigrane qui est donc apposé sur l'image. Ce qui fait que, et un filigrane très résistant, ce qui fait que la personne qui a le bon détecteur dit ok, cette image-là, je sais qu'elle vient de là, elle a été, on peut la ramener même à un code, etc. Et l'avantage par rapport aux métadonnées, c'est que si vous prenez une capture d'écran, ça reste. L'audio, même principe, vous intégrez un signal invisible dans votre son, c'est comme ça que fonctionne la mesure d'audience depuis des années, et ça vous permet de dire ce contenu à cet audio, donc ça fonctionne comme ça. J'ai le temps pour une anecdote ou pas? Des anecdotes. On verra ça à la fin. On dirait, hey Nicolas, tu peux nous raconter l'anecdote sur le watermark? Elle est un peu glauque, donc on ira peut-être pas ça non plus. Tac, tac, audio, image, vidéo. Le texte est beaucoup plus intéressant, c'est très intéressant en reste, mais le texte est beaucoup plus intéressant par rapport à l'époque à laquelle on vit, parce qu'il s'appuie sur les paramètres et les caractéristiques des modèles génératifs pour fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va rajouter des caractères en blanc dans un texte, parce que ça c'est quand même pas super robuste, on va pas se mentir, mais c'est plutôt de jouer sur les poids du modèle, avec un système de whitelist et de blacklist, de façon à l'influencer de la manière dont nous on l'a déterminé. C'est-à-dire que, vous savez qu'un LLM ça fonctionne sur un système de probabilité. Un mot qui est sorti correspond à une probabilité du moteur, et donc du poids qu'on a configuré. En altérant très légèrement ces poids via un algorithme secret, encore une fois, on peut dire, tiens, plutôt que ce mot X, tu vas utiliser le mot Y, et ensuite le mot Z à la place du mot A, etc. Ce qui fait que la succession de mots du texte a été volontairement choisie, sans pour autant altérer le sens, et c'est cette succession de mots qui correspond à une clé qui est hidden in plain sight, finalement, vous l'avez devant les yeux, et pareil, qui est très robuste. Et ça, pour la peine, par rapport au texte, ça permet de l'aider. Bon. Vous voyez comment ça fonctionne, on crée le contenu, on le marque, on le partage, vous avez un doute, vous accédez à un portail, vous détectez. C'est le moment pour mon anecdote. Les Oscars, le watermark est utilisé pour les Oscars depuis très longtemps, c'est-à-dire que les jurys, sont à peu près 5000, et qui voient des films qui n'ont pas encore été diffusés au cinéma. Donc on leur distribue des copies qui sont des copies uniques. Chacune de ces copies comporte un watermark secret qui est individuel, c'est l'intérêt du watermark. Et de fait, si le film leak, on sait exactement de quelle copie il y en a. Et ils ont retrouvé, bon, c'est arrivé il y a quelques années, alors je ne sais plus exactement qui, mais Teddy adore raconter cette histoire parce que c'est un chercheur. Il s'amuse. Et de fait, donc un film a leaké, il s'est retrouvé, ils sont remontés jusqu'au gars qui était un gars qui était pas plus très jeune du tout, qui connaissait rien à Internet, donc ils se sont dit c'est un peu bizarre. Et en faisant l'enquête, c'était un copain à lui qui était venu dormir à la maison et qui avait trouvé sur la table basse un film, il a fait ouais, c'est super, il l'a mis sur Internet. Et il s'est retrouvé en prison. Voilà. Et il s'est pendu en prison. Alors, je vous ai dit qu'elle était copain. On n'aime pas trop ça. Bon, on est tous d'accord pour dire que. Je vais te renvoyer là-dessus. C'était il y a longtemps. L'intelligence artificielle, on est tous d'accord pour dire que c'est super. Nous-mêmes, on est complètement trop IA. Par contre, on est tous d'accord pour dire que c'est important de l'identifier là où elle est. On est tous d'accord pour le dire aussi. C'est rhétorique. Et la Commission européenne est d'accord là-dessus aussi, et l'a marqué dans le règlement, l'AI Act, donc le règlement pour l'IA, qui rentre en vigueur par paquet, législatif différent, et le dernier paquet sur la transparence va rentrer en vigueur le 2 août ou le 2 novembre si l'omnibus est signé. Pour l'instant, ça ne part pas pour être signé. Bon. Alors, nous, on fait partie du groupe de travail autour de cet article-là. Il n'y a que 2 entreprises françaises qui y sont, dont nous. On a une vraie expertise là-dessus et on pousse fort pour que ce ne soit pas les Américains qui, encore une fois, décident des normes pour le faire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que dit ce texte? Ce texte dit qu'à partir du moment où il sera applicable, donc août, tous les contenus générés, sans exception, et qui sont générés, tout simplement, devront être marqués par une technologie et détectables automatiquement par machine, avec une technologie qui est sécurisée, fiable, interopérable, etc. Efficace, interopérable, robuste et fiable. C'est exactement ça.
Et donc, en fait, le groupe de travail qui est autour de ça, c'est pour déterminer quelles vont être les technologies qui vont être employées. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y en a que 3. Le watermark, métadonnées chiffrées ou fingerprint. Les 3 ont des problèmes. Les 3 ne sont pas forcément possibles. Le watermark, c'est super robuste. Nous, on soutient cette techno pour ça. Le seul problème, c'est que c'est difficilement interopérable, puisque c'est une technologie de chiffrement qui est symétrique. De fait, si vous publiez votre détecteur, vous publiez aussi la possibilité de marquer. C'est un vrai problème, donc on s'interroge là-dessus. La métadonnée, le problème c'est que, chiffré ou non, c'est pas du tout fiable. C2PA, qui est une coalition qui est portée par Adobe, que vous voyez de temps en temps, c'est le Content Credential que vous allez voir sur LinkedIn, avec le petit CR sur certaines photos, qui permet de voir un peu la traçabilité et le suivi de la photo, ou du contenu. C'est pas mal, mais c'est falsifiable. Donc il y a un gars qui n'aime pas du tout Adobe sur Twitter qui s'appelle Bots Don't Cry et qui a fait dire que le pape en doudoune, la fameuse photo, elle venait d'une photographie officielle d'un appareil photo du Vatican. Donc c'est pas hyper fiable non plus, quoi, le C2PA. Et pareil, ça reste une métadonnée, donc capture d'écran, il n'y a plus rien. La dernière solution, c'est donc le fingerprint, Shazam, c'est-à-dire une énorme base de données que vous allez consulter. Je pense que vous voyez le problème tout de suite. Imaginez la taille de la base de données si on doit mettre tous les contenus générés par tous les modèles dans le monde entier, par tout le monde. Ça va, je pense que il y a un beau contrat à récupérer pour les clouds, mais bon, c'est pas très jouable. Donc en fait, ce qui se dit pour l'instant, et c'est le deuxième draft qui a été publié le 5 mars, c'est que ce qui est retenu, c'est au moins 2 technologies, sachant que les 2 seules qui ont été reconnues comme valables, c'est le watermark et la métadonnée chiffrée. Globalement, c'est ce qui va ressortir. Voilà, donc on travaille là-dessus, on le suit de près et ça risque d'être applicable très très vite. Donc c'est une combinaison qui va être nécessaire, c'est donc celle que je viens de dire, c'est-à-dire métadonnée watermark, et il est quand même évoqué de façon optionnelle que la détection forensique peut-être faut être voir comme un filet de sécurité, parce que en fait la logique voudrait qu'il y a un texte qui est applicable, tout le monde applique le texte, c'est super, et bien du coup il n'y a plus besoin de détection forensique. Ça va pas forcément se passer comme ça. Les fraudeurs ne vont pas faire « Oh bah mince, alors zut, je vais arrêter d'utiliser des modèles de LLM ». Non, il va y avoir beaucoup de modèles open source, il va y avoir des anciens modèles qui ne sont pas watermarkés, il y a des gens qui vont faire sauter du watermark parce qu'il y a le bon watermark, il y a le mauvais watermark. Je ne vais pas vous faire la vanne, mais vous avez compris l'idée. Donc il y aura toujours une besoin de détection forensique. En revanche, ce qu'on peut espérer, c'est que dans la mesure où tous les modèles devront le faire, il y aura de plus en plus, la détection forensique sera revenu à une partie congrue de l'analyse qu'il y a à faire, puisqu'on aura du watermark. C'est quelque chose qui est en cours déjà, puisque Google a son watermark SynthID qui permet de détecter les contenus générés. C'est super parce que ça montre aussi qu'à quel point c'est un sujet qui est politique. Qui a les clés de ce marquage possède des clés de déterminer ce qui est vrai ou non. Et il y a eu un bon exemple il y a quelques temps. Une administration qui est Trump 2 a utilisé Gemini pour modifier le visage d'une opposante politique au moment de son arrestation. Elle était tranquille, etc. Et ils ont fait qu'elle était pleurée, c'était un drame, etc. Un journaliste a utilisé le détecteur SynthID pour vérifier et il a débunké en disant c'est du Gemini, machin. Sauf qu'il y a eu quelques coups de fil qui ça fait très complotiste, mais il y a l'article, je vous l'enverrai. Quelques coups de fil qui se sont passés entre la Maison Blanche et Google, et coïncidence ou pas, parce que Google a dit qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais quelques heures plus tard, la photo n'était plus détectable par le détecteur SynthID. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on met en avant. C'est bien que les normes soient largement appliquées, donc c'est pour ça qu'aussi C2PA, pourquoi pas. Attention à qui va être les tiers de confiance numérique. Donc nous, on push, que ce soit évidemment un minimum de souveraineté sur ces sujets-là. Bon, c'est pourquoi nous, c'est bon, vous avez vu à quel point on est brillant, il n'y a pas de sujet, je ne vais pas revenir là-dessus. Est-ce que ça fait 20 minutes? Oui. Non, c'est un peu plus. Voilà. Avec plaisir pour des questions si je n'ai pas été clair ou si j'étais trop vite. Ouais. Tout à l'heure, sur le watermark, c'était écrit, la question c'est est-ce authentique? Oui. Et on parle de est-ce que l'image qui a été générée par l'IA est authentique? Ouais, je savais que j'allais me faire avoir là-dessus. Effectivement, oui, parce qu'en fait, généralement, on oppose l'authentique au synthétique. L'authentique étant provenant du monde réel, c'est pas le meilleur mot. J'ai fait un peu vite. C'est est-ce que, oui, la question c'est est-ce que je connais
d'où vient cet élément. Est-ce que c'est authentifié? Est-ce que c'est authentifié? C'est bien. C'est pour ça que tu es venu, Stéphane. Merci. Et du coup, il y avait une deuxième Bah oui, du coup, oui. question. J'ai encore marqué une connerie. Sur le